Oui. Alors, bonjour. La migration ascendante de la lithiase au cours d'un illus biliaire, on appelle ça le syndrome de Bouvray. OK? Alors, ici, donc c'est une bride qui est grélocolique. À l'intérieur s'incruste une anse iléale. Si elle est volvulée, donc ça va donner un mécanisme par une par strangulation. Si donc une bride, elle peut aussi juste comprimer cette anse intestinale. Donc là, c'est un volvulus du cæcum. Là, c'est un volvulus du côlon pelvien. Et là, c'est une bride qui est mésentérico-colique suite à une appendicectomie parce que l'appendice n'est plus là. Et cette bride va entraîner donc un orifice entre le mésentère et la bride dans laquelle cette anse peut s'incruster ici et donner un volvulus du grêle ou une occlusion sur bride. Voilà. Donc, à peu près. Alors, le diagnostic, on avait dit la dernière fois qu'on va essayer de cheminer, comme pour cours de l'abdomen aigu, de poser des questions donc, du patient sur le terrain, l'évaluer, donc les antécédents. On va essayer aussi de voir si le patient, par exemple, est opéré. Donc, l'argument de fréquence, c'est soit une récidive de la pathologie initiale ou bien une bride. Donc, A, donc on va faire une anamnèse en posant des questions au patient donc, sur son état général, l'évaluer et sur le carré de Mandor s'il existe et aussi chercher des signes associés. Cliniquement, donc faire un bon examen clinique sans oublier le toucher rectal, etc. L'examen paraclinique, l'examen de référence en matière d'occlusion intestinale, c'est bien le scanner avec injection de produits de contraste. Et ensuite, penser au diagnostic différentiel en éliminant les moins fréquents et les moins donc, et en retenant les diagnostics les plus probables. Donc, l'examen clinique permet souvent de suspecter l'étiologie et d'estimer le degré d'urgence. En commençant par l'interrogatoire, on avait dit poser des questions sur le terrain. Donc, est-ce que le patient prend une antibiothérapie? Est-ce que le patient a été déjà opéré? Donc, ça, c'est un antécédent. Mais le terrain, est-ce que c'est un patient qui a une maladie de Crohn? Est-ce qu'il a une maladie cœliaque? Est-ce que c'est un malade avec une rectocolite ulcéro-hémorragique? Est-ce que c'est un patient qui a un syndrome de Koenig? Donc, est-ce qu'il a l'habitude de faire des occlusions pareilles? Est-ce que c'est un patient qui a été opéré pour une pathologie néoplasique ou qu'il est suivi pour une pathologie néoplasique, etc. Ça, c'est le terrain et les antécédents. C'est la première chose à penser. Après, il faut aussi donc la fréquence. Si le patient est opéré, donc on va penser à une bride et sans oublier aussi évaluer l'état général du patient pour déjà soit entamer une réanimation rapide du patient ou bien au contraire démarrer l'intervention chirurgicale le plus urgent possible. Celui qui n'a pas compris, vous aurez l'occasion de poser votre question à la fin. Alors, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les signes fonctionnels, donc on a la curée de Mandor, l'arrêt des matières et des gaz, d'autant plus précoce que l'occlusion est basse. Plus l'occlusion est haute, plus l'arrêt des matières et des gaz est plus tardif. Donc un épisode de diarrhée n'élimine pas le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une occlusion qui est haute, par exemple au niveau jejunal. Donc on a un iléon et un côlon qui est plein de matière fécale. Le patient peut avoir une diarrhée avec élimination des matières fécales sans pour autant signifier sans pour autant signifier c'est-à-dire la levée de l'obstacle. Une seconde. Alors, donc la douleur abdominale aussi est un signe capital de Carademont d'or qui se trouve au cours de l'occlusion intestinale. Elles se vont intenses et se majorant avec le temps, surtout au cours de la strangulation.
Donc, le début peut être brutal, là, quand on a une strangulation. Donc, l'abdomen est peu sensible à la toux et à l'inspiration profonde. Donc, la douleur, elle est plus souvent périombilicale, elle peut être diffuse. C'est une douleur qui est sans irradiation. Une majoration de la douleur au niveau de la fosse iliaque droite doit alerter à une souffrance sécale, surtout au cours de la en pré-perforation diastatique. Les vomissements, donc tout d'abord, on a des nausées et des vomissements qui sont fréquents. Tout d'abord, les nausées peuvent être provoquées par la douleur et la strangulation. Ensuite, ce sont des nausées et des vomissements qui sont responsables de la distension intestinale. D'autant plus tardif que l'occlusion est basse, ces vomissements ils sont volontiers bilieux et plus fréquents que pour les occlusions gréliques que coliques. Donc là, on a un abdomen avec une cicatrice abdominale avec un ballonnement qui est très important. Donc là aussi, c'est le même abdomen. Là, on a une distension intestinale qui est très importante. L'évaluation de l'état général, c'est un moment capital de l'occlusion, c'est le moment donc, capital de l'examen clinique. Et il va déterminer l'urgence thérapeutique, donc orienté vers une prise en charge médicale dans un premier temps ou chirurgicale d'emblée. Donc, donc l'état général peut être altéré rapidement si l'occlusion elle est vue tardivement, si le patient donc, consulte d'une manière tardive, si aussi le terrain morbide, par exemple chez quelqu'un qui est vieux, qui a plusieurs antécédents pathologiques, etc. Euh, donc, il faut rechercher les signes d'hypotension, les signes de choc, donc la déshydratation, les signes de sepsis, la fièvre, le faciès stéreux, la tachycardie, les désordres acidopathiques avec une bradypnie ou une hypoventilation. Donc, les sueurs et l'agitation et la confusion sont aussi des signes de choc et des signes de gravité au cours de l'occlusion intestinale aiguë. Donc, la gravité de l'occlusion tient autant que l'état général qu'à l'occlusion elle-même. Je vous ai dit que ce n'est pas l'occlusion qui tue, ce sont les conséquences physiopathologiques de cette obstruction intestinale qui tue. Alors, il faut toujours y remédier avant de penser au traitement chirurgical d'emblée. Donc, l'examen physique sera complet et centré sur l'abdomen. Tout d'abord, on inspecte l'abdomen à la recherche de cicatrices abdominales pour chercher l'étiologie d'une bride intestinale. Le météorisme abdominal donc, est représenté chez 75% des patients. Donc, plus l'obstacle est distal, plus le météorisme est important. Vous comprenez qu'une une occlusion au niveau d'une anse jéjunale proximale ne va pas entraîner un météorisme important. La palpation, c'est la recherche d'orifices herniaires ou une éventration étranglée. Donc, rechercher une douleur élective, donc au niveau de la fosse iliaque droite, ou une défense qui va donc signifier la souffrance digestive sous-jacente. La percussion, donc on va retrouver un tympanisme important. Une matité en hypogastre, donc il faut éliminer un globe urinaire. Donc, l'auscultation, les bruits hydroïques, ils sont présents tout d'abord en phase précoce de l'occlusion intestinale. Donc, plus il y a une souffrance intestinale, plus il y a une plégie donc, de cette anse et ces bruits hydroaériques ont tendance donc à disparaître. Les touchés pelviens, donc il est important que face à un patient qui a une occlusion intestinale, faire un toucher rectal et faire un toucher vaginal est important. D'abord, pour chercher si cette ampoule rectale est vide, s'il y a des matières fécales, s'il y a une tumeur au niveau du rectum qui serait palpable, s'il y a du sang qui va signifier la gravité et le mécanisme de strangulation, par exemple, associé. Donc voilà, la synthèse de l'examen clinique oriente vers le mécanisme, la localisation et la gravité. Mais il faut le confirmer avec des examens complémentaires. D'accord. L'examen paraclinique, pourquoi? Donc on avait dit que déjà il faut demander des examens paracliniques pour évaluer l'état général du patient, demander une FNS dans le cadre du bilan préopératoire et aussi savoir si ce patient est opérable, demander un ionogramme pour savoir s'il y a des troubles ioniques qu'il faut les corriger, demander des gaz du sang, demander donc
Donc ça, c'est pour évaluer l'état général du patient, évaluer le retentissement de cette pathologie sur son état général, demander des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic et chercher un examen étiologique par un scanner, par un ASP. Ensuite, il y a le réanimateur aussi, avant d'endormir le patient, peut demander des examens complémentaires dans le cadre du bilan préopératoire. Donc, biologie systématique, donc évalue les complications et prépare le bilan préopératoire. L'FNS, une hyperleucocytose, est un signe de gravité. Il est associé toujours, donc en phase précoce, à un mécanisme de strangulation. Donc, si on trouve une anémie, donc on peut avoir un cancer qui saigne. Le ionogramme, c'est pour le retentissement du troisième secteur, pour évaluer la déshydratation et pour bien orienter la réanimation et la réhydratation. L'imagerie, elle permet d'identifier le siège. La TDM abdominale, c'est l'examen de référence en matière d'occlusion intestinale. Donc, elle permet le diagnostic positif, étiologique, différentiel, de gravité. Donc, vous, avant d'opérer le patient, vous avez déjà une idée sur les principes thérapeutiques que vous allez faire chez ce patient. Ça, c'est quelques indications, mais actuellement, c'est-à-dire toute occlusion intestinale, c'est l'indication d'un scanner abdominal. La pacification basse, s'il n'y a pas de scanner, on peut la faire, mais sans qu'il y ait son produit de contraste, donc aux hydrosolubles. La pacification haute est contre-indiquée. Donc, des signes de gravité sur le scanner, on peut avoir un épaississement circonférentiel en cible marqué des onces, donc c'est un œdème qui est très important. Le diamètre du sécum au-delà de 10 cm, l'épanchement péritonéal qui est une partie du troisième secteur, les signes d'ischémie qui sont l'absence de rehaussement de la paroi, donc ça signe pour la pacification. Donc, vous avez un patient qui a un obstacle digestif, hein, il n'a pas de transit. Si vous lui donnez une opacification haute, ça ne va pas passer. Vous allez aggraver le cas du patient. C'est pour ça que c'est contre-indiqué. Hein? Donc, la pneumatose pariétale aussi, c'est des bulles d'air au niveau de la paroi digestive. Ça signifie aussi le début de la nécrose. L'aéroportie, ça veut dire de l'air au niveau de la veine porte. C'est un signe de nécrose digestive étendue. Et le pneumopéritoine, ça signifie qu'il y a une perforation sur une anse intestinale sphacelée. Et là, c'est très grave. Alors, l'aspect comporte 3 clichés. Donc, le transit du grêle, on avait dit, c'est contre-indiqué. Il faut retenir que l'occlusion intestinale, il faut faire un scanner. Ensuite, s'il n'y a pas de scanner, on fait un ASP à la recherche du niveau hydroaérique. Endoscopie contre-indiquée. Donc là, on aura presque, donc dans une minute, donc la conférence va s'arrêter. On va essayer de se rejoindre, on va essayer de se réunir juste après. Donc, je relancerai une autre vidéoconférence. Donc là, c'est des niveaux coliques qui sont plus hauts que larges. Ça, donc c'est une occlusion donc grélique importante en position couchée. Là, c'est des niveaux qui sont coliques aussi. Là, c'est le niveau qui est très évident. Il y a des niveaux gréliques qui sont plus larges que hauts. Là, c'est des niveaux gréliques aussi qui sont plus larges que hauts. Des niveaux coliques, des niveaux coliques, des niveaux gréliques, niveau grélique important, niveau colique avec des signes en arceau. Ça, c'est le scanner donc montrant un épaississement de l'anse intestinale avec des niveaux hydro